Bonjour camarades, je suis l'Encyclope et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous présenter un nouveau format. On va vous parler de photos célèbres et vous raconter leur histoire. Sans transition, voici la première photo dont je vais vous parler. Il s'agit d'un portrait de Anna Steele Gorby. Cette photo est particulière car elle a été prise en 1840 et que Anna Steele Gorby a 94 ans sur cette image, ce qui signifie qu'elle est née en 1746. Cela fait d'elle la plus ancienne personne à avoir été prise en photo. On ne sait pas grand-chose de cette femme. La seule trace est un album généalogique de la famille Gorby datant de 1936 et dans lequel on a retrouvé cette photo. Pour vous faire une idée, dites-vous qu'elle est née 31 ans après la mort de Louis XIV et 9 avant la naissance de Marie-Antoinette. Passons maintenant à la deuxième photo. Il s'agit du singe Ham. Ce singe est né au Cameroun en 1956, puis a été emmené dans un zoo en Floride, puis a été acheté par la NASA. Il fut sélectionné parmi 40 chimpanzés pour être le premier singe à aller dans l'espace. Ce vol devait servir d'essai, dans le but d'envoyer un astronaute américain. Ham restera 6 minutes à vitesse orbitale, à plus de 250 km d'altitude. Ham réussira même les tests de logique qu'on lui avait préparés, obtenant quasiment les mêmes résultats que ceux effectués au sol. Pour le récompenser, on lui donna une pomme dès son retour qu'il prit avec un grand sourire. Après ce vol, Ham vivra encore 17 ans dans différents zoos des États-Unis, avant de mourir en 1983 à l'âge de 26 ans. Sa tombe se trouve devant le musée de l'histoire spatiale du Nouveau-Mexique à Alamogordo. La photo suivante concerne à nouveau un animal célèbre. Il s'agit de la photo d'un lion très célèbre. En effet, ce lion appelé Jackie a été la mascotte du studio hollywoodien Metro-Goldwyn-Mayer, appelé aussi MGM. Il faut savoir qu'il y a eu 7 lions qui furent utilisés pour ce logo. La photo que vous voyez date de 1928 et Jackie est le deuxième lion utilisé par les MGM. Il le restera pendant 28 ans. Actuellement, c'est l'image du lion Léo que vous voyez depuis 1957. Jackie est aussi le premier des lions de la marque à faire le rugissement si célèbre. Jackie deviendra la star des studios MGM, voyageant dans le monde entier pour promouvoir le studio. Il posera avec l'actrice Greta Garbo dans une autre photo célèbre et survivra même à un crash d'avion dans le désert de l'Arizona. Il s'agissait d'un avion spécialement affrété pour le lion, avec seulement le pilote pour lui tenir compagnie. L'avion n'était pas très haut lors du crash et le pilote a pu survivre. Il va laisser beaucoup de nourriture à Jackie avant d'aller chercher de l'aide. Il reviendra 4 jours après. La légende dit que les studios MGM s'inquiétaient plus de la survie du lion que du pilote. Regardons maintenant la quatrième photo. Il s'agit d'une photo de Hélène Meyer, une escrimeuse allemande qui fait le salut nazi sur le podium des Jeux Olympiques de 1936 en Allemagne. La particularité de cette image, c'est que Hélène Meyer est juive, et on peut se demander ce qu'il s'est passé pour que l'Allemagne nazie l'accepte aux Jeux Olympiques, et pour que elle accepte de faire le salut nazi. Déjà, il faut savoir que c'était l'une des meilleures escrimeuses du monde, dans sa catégorie du fleuret. Elle avait gagné 3 championnats du monde et la médaille d'or lors des JO de 1928 à Amsterdam. Elle est donc une référence dans sa discipline et pourrait naturellement prétendre à une place dans l'équipe d'Allemagne des Jeux Olympiques. Mais Adolf Hitler est arrivé au pouvoir et avec lui ses idées. Les premières lois anti-juives sont apparues en 1933 et se sont aggravées en 1935. Il semblait donc improbable qu'une athlète juive, fût-elle une championne, représente l'Allemagne lors des JO. Mais plusieurs facteurs vont expliquer sa participation. D'abord, elle est grande et blonde, et peut donc tout à fait représenter l'idéal arien. Ensuite, le régime nazi compte beaucoup sur ces JO pour se montrer sous son meilleur jour aux yeux du monde. Et le fait de compter une athlète juive dans ses rangs atténuait une partie des critiques et des tentatives de boycott. Elle gagnera la médaille d'argent lors de la compétition et effectuera le salut nazi sur le podium. L'explication avancée pour ce geste, c'est que Hélène Meyer vivait et s'entraînait la majeure partie de l'année aux États-Unis, et n'était de ce fait pas au courant des lois anti-juives en Allemagne. Après les JO, et pour éviter les persécutions à venir, elle se réfugie aux États-Unis où elle obtiendra la nationalité américaine. Pour la 5e photo, nous restons dans le même thème.
Pour cette photo, le plus intéressant, ce n'est pas la présence d'un salut nazi, mais son absence. En effet, sur cette photo, datant de 1936, et montrant une foule toute acquise à la cause du Troisième Reich, vous pouvez remarquer qu'il y a un homme qui ne fait pas le salut nazi. Cet homme, c'est August Landmesser. Celui-ci rejoint le parti nazi en 1931, espérant que ça lui permettra d'obtenir un emploi. Il se marie en 1935, mais le problème, c'est que sa femme est juive, et que les lois de Nuremberg viennent d'être créées et interdisent les mariages entre Aryens et Juifs. Ils auront même une fille qu'ils peuvent garder malgré l'annulation du mariage. En 1936, Landmesser est employé sur un chantier naval de Hambourg, et le 13 juin de la même année est prise cette photo pour le lancement d'un navire. Landmesser est le seul à refuser de faire le salut nazi. En 1937, après qu'il fut identifié sur la photo, il tente de fuir au Danemark, mais il est rattrapé. On lui intente un procès car il aurait déshonoré la race allemande en mettant enceinte pour la deuxième fois sa femme juive. Il avance l'argument que ni lui ni sa femme ne savaient qu'elle était juive à ce moment-là. Il sera acquitté, mais il continue de vivre en couple avec elle. Ils seront donc envoyés en camp de concentration. Ses deux filles sont placées dans des familles adoptives, mais sa femme meurt en 1942 quand elle fait partie des 14 000 victimes du camp de Bernburg. Il est libéré en 1941 et il est envoyé combattre en Croatie où il mourra en 1944. Le mariage de Landmesser et de sa femme sera reconnu rétroactivement en 1951. On enchaîne avec la photo suivante. Il s'agit d'une photo d'Annie Edson Taylor et de son tonneau. Cette Américaine décide en 1901, alors qu'elle est âgée de 63 ans, de réaliser un exploit sensationnel, dévaler les chutes du Niagara enfermées dans un tonneau. Si elle a choisi ce défi absurde, c'est d'un côté son goût du risque et de l'aventure, qu'elle cultive depuis toute petite, et de l'autre car à son âge, elle n'avait pas beaucoup d'argent et elle comptait sur ce coup médiatique pour assurer ses vieux jours. Le tonneau est fait sur mesure, avec du chêne, du fer, et il est rembourré d'un matelas. Le lancement du projet a été retardé à plusieurs reprises car personne ne voulait participer à une opération suicide. Le 24 octobre 1901, elle réalise sa folie devant plusieurs milliers de personnes. Elle engage pour l'occasion un publicitaire chargé de promouvoir son exploit. La chute prit 20 minutes. Elle en sortit à peu près indemne, mais elle eut la peur de sa vie, comme en témoigne sa déclaration à la presse. « Si c'était avec mon dernier souffle, je mettrais n'importe qui en garde contre la tentative de cet exploit. Je préférais marcher jusqu'à la bouche d'un canon, sachant qu'il allait me faire exploser en morceaux, plutôt que de faire un autre voyage par les chutes. » Mais elle ne réussit qu'à moitié son pari. Elle eut évidemment l'attention des médias, avec cet exploit qui restera dans les mémoires, mais elle n'en profitera pas financièrement, car son manager l'escroque et lui vole toutes les recettes liées à cet acte. Elle finira sa vie dans la pauvreté et mourra en 1921 à l'âge de 82 ans. Passons maintenant à la 7e photo. Elle nous montre la première femme à avoir couru le marathon, Kathrine Switzer. Nous sommes au célèbre marathon de Boston de 1967. L'année précédente, une femme nommée Roberta Gibb avait couru le marathon en marge de la vraie course et sa participation, et donc son temps, n'avait pas été pris en compte. Kathrine Switzer, qui s'entraînait au cross-country, décida d'y participer. Elle réussit à convaincre son entraîneur de l'inscrire. Celui-ci était d'abord réticent à ce qu'une femme fasse ce sport réservé aux hommes. Il lui dit néanmoins que si elle arrivait à faire la distance à l'entraînement, il l'inscrirait. Elle réussit le test et put s'inscrire car le règlement du marathon n'avait pas de règle sur la participation d'une femme. Elle se fit enregistrer avec ses initiales pour ne pas qu'on lui fasse de remarques avant le début de la course. Elle a alors 20 ans et le 19 avril 1967, elle prend le départ du marathon, accompagnée de son entraîneur et de son compagnon Tom Miller, un lanceur de marteau. Pas le genre de mec à emmerder quoi. Elle est soutenue par la plupart des coureurs. Au bout de 6 km, elle est repérée par les organisateurs. Ceux-ci se précipitent pour l'arrêter, ne voulant pas de femmes dans leur course. Ce sont eux que l'on voit sur la photo, en train de la pousser. Elle sera alors défendue par son entraîneur, et surtout par son compagnon, qui fera d'un coup d'épaule dégager les deux organisateurs. Elle termine le parcours, et son temps est homologué à 4 heures et 20 minutes. Kathrine Switzer sera ensuite suspendue par la Fédération américaine d'athlétisme, qui interdisait les courses sur route aux femmes.
Grâce à ses efforts et à sa mobilisation, année après année, le marathon de Boston s'ouvrira aux femmes en 1972. En 2017, elle participe pour la 9e fois au marathon de Boston, à l'âge de 70 ans. Elle porte à cette occasion le dossard 261, le même qu'en 1967. 8e photo. Il s'agit d'une photo de l'inauguration du Golden Gate Bridge de San Francisco en 1937. Il s'agit du monument le plus connu de la ville de San Francisco. Il relie cette ville à la ville de Sausalito. La construction de cette immense structure commence en 1933 et se termine en 1937. Il est resté pendant plusieurs décennies le pont suspendu le plus long du monde et a été établi comme une des 7 merveilles du monde par une organisation américaine d'ingénieurs. Il a fallu des moyens considérables pour construire ce pont, que ce soit des moyens matériels, financiers ou humains. Il y eut d'ailleurs des drames humains. En effet, le 16 février 1937, il y eut un terrible accident où l'une des structures s'écroula et causa la mort de 10 ouvriers. L'une des caractéristiques les plus visibles du pont, c'est sa couleur orange choisie pour être en accord avec le paysage environnant. Et ce, malgré plusieurs protestations où beaucoup ont considéré l'idée comme ridicule. Il n'empêche qu'aujourd'hui, cette couleur en fait l'un des ponts les plus reconnaissables du monde. Le pont compte 6 voies de voiture et 2 pour les piétons. Il est aussi connu pour des actes moins joyeux, les suicides. Il s'agit probablement du pont connaissant le plus de suicides dans le monde. On comptera jusqu'à 46 suicides juste pour l'année 2013. Depuis sa création, un décompte du nombre de suicides était tenu, mais en 1995, les autorités ont décidé de ne plus le tenir pour éviter la médiatisation du 1000e suicidé. La photo qui nous intéresse ici a été prise le 27 mai 1937, jour de l'inauguration du pont, où pas moins de 18 000 personnes l'ont emprunté pour la première fois. L'événement fut tel qu'il paralysa la ville de San Francisco pendant toute la journée. On parle tout de même de l'une des villes les plus peuplées des États-Unis. Il y aurait encore bien d'autres choses à dire sur ce pont, mais ce sera pour une autre vidéo, peut-être. Avant-dernière photo. On reste aux États-Unis, et plus précisément à New York, où on voit 11 ouvriers assis sur une poutre. La particularité de cette image, c'est qu'ils sont à 240 mètres du sol et qu'ils n'ont absolument aucune protection. Cette photo a été prise le 29 septembre 1932 par Charles Clyde Ebbets et est parue dans le New York Herald Tribune. Les ouvriers sont au sommet du RCA Building, un des gratte-ciels les plus célèbres de New York, qui mesure 259 mètres de hauteur et qui est le 8e immeuble le plus haut de New York. Il appartient à la famille Rockefeller et abrite les studios de la chaîne NBC. Certains affirment qu'il s'agirait d'une manière pour la société Rockefeller de mettre en avant sa construction. Mettre 11 ouvriers dans une situation de danger de mort est une manière plutôt bizarre de se faire de la pub. Vous imaginez, un seul faux mouvement, et il y aurait plusieurs morts certaines. Cette image sera considérée comme un symbole de la Grande Dépression qui frappa les États-Unis après le krach boursier de 1929. Cette photo a aussi posé la question de son auteur. Il a fallu en effet attendre 2003, c'est-à-dire 83 ans après la prise de la photo, pour que Charles Clyde Ebbets soit reconnu comme son auteur. Et enfin, la dernière photo. Il s'agit sûrement de la plus spectaculaire de la liste, puisqu'on y voit un bonze vietnamien s'immoler devant les photographes. L'homme en question s'appelle Thich Quang Duc. Il est né en 1897 au Vietnam. C'est très jeune qu'il étudie le bouddhisme et vers l'âge de 15 ans, il souhaite devenir moine. Il grimpe petit à petit dans la hiérarchie, si bien qu'à un moment, il a la responsabilité de 31 lieux de culte. Parlons un peu du contexte historique et religieux. Le Vietnam d'alors est composé de presque 90% de population bouddhiste. Mais le président du pays, Ngo Dinh Diem, est un catholique qui va mener une politique de discrimination envers les bouddhistes. La minorité catholique obtient tous les postes, les terrains et les enjeux économiques. Le président dédie même le pays à la Vierge Marie. Mais en mai 1963, la situation dégénère. Lors de la fête de Vesak, où est célébré l'anniversaire du premier Bouddha, les bouddhistes ont l'interdiction de déployer leur bannière. La foule ne le supporte pas et se dirige vers la station de la radio nationale pour protester.
Le gouvernement fait tirer sur les manifestants et 9 personnes sont tuées. Le président rejettera la faute sur les communistes, accusés de semer le désordre dans le pays. Le 10 juin 1963, près de l'ambassade du Cambodge et devant des reporters américains, 3 moines arrivent sur place. Le premier place un coussin au milieu de la rue, le deuxième ramène un bidon rempli d'essence, et le troisième, Tik Quang Duc, se positionne sur le coussin en position du lotus. L'un des moines l'asperge d'essence, et Tik Quang Duc craque une allumette qu'il laisse tomber sur lui. Son corps s'enflamme immédiatement. Cet acte d'immolation a été décidé par l'ensemble des autorités religieuses, et plusieurs autres moines s'étaient portés volontaires. L'homme qui a pris cette photo, l'américain Malcolm Brown, a déclaré que Tik Quang Duc, pendant qu'il brûlait, n'avait fait aucun mouvement et émis aucun son. 6 jours plus tard, et sous la pression du gouvernement américain, le président du Vietnam signe un communiqué indiquant que les bouddhistes doivent bénéficier d'autant de droits que les autres communautés. C'était notre nouveau format, où on vous a présenté 10 photos célèbres et où on vous a raconté leur histoire. On espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre en commentaire si vous voulez un second épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine, camarades!